Bienvenue sur Unis dans la diversité. C'est le rendez-vous de ceux qui adorent la diversité, synonyme de performance, créativité, ouverture à l'autre. C'est une émission de ceux qui aiment découvrir, se réinventer et apprendre grâce à l'expérience des autres. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois novice ou connaisseur, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur moment de vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie Laval et Virginie Delalande pour animer ce podcast Unis dans la diversité. Nous sommes ravis de vous accueillir et de recevoir deux invités experts, Sandrine Charpentier et Véronique Bustrel. Alors Sandrine, tu es cofondatrice de la société Mixity. Mixity qui est une plateforme d'innovation qui propose des solutions d'aide à la mesure, à l'évaluation et au pilotage des stratégies de diversité dans les organisations et les écoles également. Et Véronique, je crois qu'en 2019 également, tu es devenue directrice innovation à l'évaluation et à la stratégie au sein de la GFIP et tu t'engages depuis plus de 25 ans sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Que vous voyez deux femmes formidables venues aujourd'hui nous parler des chiffres de la diversité. Comment le connaître et en quoi ils peuvent t'aider toi aussi à faire bouger les lignes. Pour toutes les deux, quels sont les chiffres phares que vous voulez nous communiquer? Ravie d'être avec vous aujourd'hui, Aurélie et Virginie, et aussi Véronique, parce qu'on est des femmes passionnées sur ces questions de diversité et d'inclusion. J'ai 2 ou 3 chiffres que j'aimerais partager. La diversité et l'inclusion, c'est pas un sujet qui concerne quelques minorités, comme on a tendance à le dire. C'est 3 personnes sur 5 qui s'estiment directement concernées par ces questions de diversité et inclusion, que ce soit lié à l'âge, lié au genre, à l'origine sociale, l'origine ethnique, l'apparence physique. Ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Et puis, quelque chose de plutôt positif, quand on est dans un environnement inclusif au travail, on est 2 fois plus engagé et à donner le meilleur de soi-même dans son équipe, dans son travail. Donc, on a tout à y gagner. À être les uns les autres inclusifs avec les personnes avec qui on échange pour donner le meilleur de soi-même parce que c'est ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Et puis un dernier petit chiffre peut-être, parce que hier c'était la journée de la santé mentale au travail. L'Organisme mondial de la santé indique qu'une personne sur 4 peut être concernée par des problèmes de santé mentale. Et tout ça pour juste illustrer le fait que la diversité et l'inclusion, c'est plein d'enjeux et plein de sujets. Et qu'on est tous quand même à un moment ou l'autre concernés et en soutien ou alliés de quelqu'un qui a besoin aussi d'être accompagné sur ces questions. Moi aussi, je voulais saluer et remercier Virginie et Aurélie de cette invitation et de partager ce moment de podcast avec Sandrine pour effectivement parler d'un sujet fondamental. Au fond, si on s'interroge sur la diversité, c'est quand même intéressant parce que si la diversité, c'est pas la vie, qu'est-ce que c'est? Et donc, forcément, s'intéresser à l'autre, c'est déjà penser que l'autre est déjà la diversité puisqu'on est tous uniques. Et donc, c'est évidemment dans cette diversité qu'on va aller chercher la richesse qui fait que nos vies sont passionnantes et intéressantes. Le premier chiffre que j'aimerais mettre en valeur, c'est un chiffre qu'on oublie souvent, c'est que 80% des situations de handicap concernent finalement des situations invisibles. La GFIP a lancé maintenant depuis 5 ans un baromètre et à chaque fois qu'on interroge le grand public, seuls 6% ou 7% des personnes pensent que 80% des situations de handicap sont invisibles. Donc on voit qu'on a une grosse marge de progression pour faire comprendre que la réalité du handicap, elle est souvent invisible aux yeux des gens et que parfois ça peut conduire à des malentendus, des incompréhensions et la non ou la sous-prise en compte de situations et des besoins des personnes. J'ai un deuxième chiffre que je voudrais mettre en valeur parce que on pense souvent que l'emploi des personnes handicapées, c'est invisible. Quand on regarde les chiffres, on voit que la place des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, elle est de plus en plus importante. Aujourd'hui, c'est vrai que si on allait juste regarder le taux d'emploi dans l'obligation d'emploi, on pourrait se dire mais ça ne bouge pas, on est à 3,5% alors qu'on devrait être à 6% de personnes handicapées dans les effectifs salariés. Moi, je regarde l'indicateur de la place des personnes handicapées dans l'emploi. Et quand on regarde, on sait qu'on a passé la barre des 1 million de personnes handicapées reconnues en emploi il y a maintenant 1 an ou 2. Aujourd'hui, on est avec plus d'1,1 million personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est un chiffre très important parce qu'il montre
que l'emploi des personnes handicapées, non seulement c'est possible, mais c'est assez commun au fond. Mon dernier chiffre, donc, c'est celui de 460 000 personnes en situation de handicap qui sont encore au chômage. C'est 12% des personnes en situation de handicap. C'est beaucoup trop. Merci beaucoup. J'adore ces chiffres parce qu'ils sont très parlants et ça nous permet de situer un petit peu la situation aujourd'hui en France en 2023. D'ailleurs, Mitsiti, Sandrine, quelle est l'origine de ton envie de faire des audits dans les entreprises? Alors, l'origine, c'est avec Dominique Crochu, qui est cofondatrice de Mixity. C'était l'envie de faire bouger les lignes plus vite et d'accélérer ces questions de diversité et d'inclusion dans les organisations. Et donc, on est vraiment parti de l'idée de donner un cadre, une méthode avec des éléments tangibles pour évaluer la maturité des organisations et les engager à être transparentes sur ces questions. Puis la transparence et le fait de donner des preuves est aussi très attendu à la fois des employés dans les organisations, des parties prenantes des entreprises. Et toi, Véronique, pourquoi est vraiment important de recueillir tous ces chiffres que tu as partagés avec nous sur le handicap? Alors, il y a plusieurs fonctions à ce recueil d'informations. D'une part, ça permet de connaître les situations, parce que derrière les chiffres, il y a des humains et donc des situations. Et donc, d'avoir cette connaissance et de la partager, je pense que c'est un point important. Disposer de la donnée, c'est aussi trouver des solutions, à mettre en place des moyens qui vont permettre de répondre aux besoins qui sont repérés. Puisqu'en fait, pour nous, l'objectif derrière les chiffres, c'est de connaître les situations, de connaître les besoins, connaître le niveau de satisfaction sur des réponses qui sont apportées, et puis au fond, finalement, derrière, venir adosser des réponses opérationnelles. C'est aussi des marqueurs qu'on peut retrouver sur des diagnostics ou des tableaux de bord, etc., pour les entreprises. C'est de pouvoir faire la preuve qu'elles sont efficaces dans leurs actions et montrer leurs engagements. Alors justement, par rapport à ces chiffres, concrètement, comment vous faites pour les récolter? Alors, si je prends l'approche de Mixity, on s'est dit qu'on allait évaluer des grandes dimensions de diversité et inclusion en collectant des données RH, des dispositifs aussi existants dans les organisations, et puis en sondant les employés sur 5 grandes dimensions, sur l'égalité femmes-hommes, sur le handicap, sur les origines sociales et ethniques, sur les âges, et puis sur l'orientation sexuelle, identité de genre, avec une partie complémentaire de gouvernance générale et puis aussi de prise en compte de plein d'éléments, de notions plus intersectionnelles, et donc de pouvoir, à partir de ces éléments, identifier, compter peut-être la diversité, de montrer l'engagement, les actions, les moyens mis en œuvre qui vont attester d'une dynamique forte pour que chacun et chacune dans l'organisation puisse avoir les mêmes opportunités d'accès à des postes dans l'organisation et puis à l'évolution aussi de carrière qui permettent à chacun de s'épanouir le plus possible dans une organisation. Donc, c'est vraiment cette approche-là de mixer à la fois des données RH, à la fois des dispositifs et à la fois la perception, le sentiment de l'inclusion. Parce que si individuellement, même si l'entreprise met plein d'actions en place, si individuellement on ne se sent pas inclus, il y a des choses qui sont faites mais qui ne produisent pas d'effet. Et toi, Véronique? Alors, de notre côté, à la GFIP, on travaille avec 3 sources de données. On travaille d'une part avec les données publiques, avec toutes les données du ministère du Travail. On est membre du groupe des producteurs de données et on se réunit avec l'INSEE, la DARES, la DRES, tous ces grands opérateurs qui sont des collecteurs de données. On est partenaire, par exemple, de la grande enquête décennale Autonomie qui nous permet régulièrement d'avoir des données sur la population, en particulier en situation de handicap et ses besoins. Par exemple, sur l'enquête là qui est en cours d'exploitation, on a plus de 350 000 personnes en situation de handicap et on est également partenaire du CEREC. C'est une enquête de cohorte sur des jeunes qui sortent du système scolaire pour savoir quel est leur devenir. Et donc, ça permet de suivre des trajectoires. On a aussi une autre source de données qui est finalement l'utilisation de nos aides et de nos prestations, de notre offre de services. On va chercher l'efficience de notre action pour améliorer nos prestations, nos services et l'ajuster aux besoins des personnes. Puis on a une troisième source de données. Cette source de données, elle est enrichie chaque année par des études ou des consultations qu'on opère avec notre partenaire IFOP et qui nous permettent, notamment au moment de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, d'avoir de la donnée intéressante. Par exemple, il y a 2 ans, on avait fait une enquête sur les jeunes en situation de handicap et on avait eu
plus de 9000 jeunes en situation de handicap qui ont répondu à cette enquête, ce qui donne beaucoup de matière sur finalement comment les jeunes en situation de handicap se projettent sur les questions de l'emploi dans leur diversité. L'an dernier, on avait fait une enquête sur le plein emploi et comment les personnes en situation de handicap se projettent sur cette question. Et cette année, petit scoop, on a une enquête qui vient d'être finalisée et dont on rendra public les résultats le 21 novembre prochain sur les personnes en situation de handicap, mais pas que, puisqu'on va aussi interroger le grand public, et les nouvelles technologies et le numérique et l'accessibilité numérique. Deuxième petit scoop, on a 6300 personnes en situation de handicap qui ont répondu à cette enquête. Donc, vous voyez bien, ça nous permet d'avoir une exploitation de la donnée, évidemment, qui est individuelle, mais qui nous permet de savoir, dans tous les territoires français, pour les différentes situations de handicap déclarées par les personnes, les tranches d'âge et les situations, alors quel est le regard que les personnes concernées portent sur ces situations. C'est super intéressant. Enfin, on t'écouterait des heures, Véronique. Sandrine, alors, City, je me demandais si vous adaptez parfois les sujets de discrimination selon le secteur d'activité de vos clients. Oui, complètement, complètement, parce qu'effectivement, on est convaincu qu'on ne peut pas arriver avec une approche diversité et inclusion qui serait pas du tout adaptée à la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut tenir compte de plein de notions culturelles aussi dans tous ces sujets. Donc, il faut s'adapter au secteur, il faut s'adapter aux spécificités d'environnement. Par exemple, quand on est sur du secteur du BTP, de la tech, de l'industrie de la mode, on n'a pas du tout les mêmes enjeux et complexités à adresser. Donc, évidemment, dans notre approche, on va se poser sur la question des données de l'entreprise, mais on va aussi faire des études qui permettent de comprendre les environnements, les secteurs, les spécificités et adapter nos référentiels et nos scorings en fonction de ces secteurs. Par exemple, si je prends l'univers de la tech, on sait qu'il y a peu de femmes qui sont dans les métiers techniques aujourd'hui et donc on va, dans la façon d'évaluer, tenir compte de la moyenne nationale de la mixité des métiers dans les postes techniques et on va évaluer l'organisation et l'encourager par rapport à cette information-là. Et si une entreprise a 25% de femmes dans les métiers tech, on va lui dire que c'est très bien parce qu'on sait que dans les métiers tech aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 15%. Et donc, on va l'encourager à progresser. On va toujours quand même être dans une volonté d'aller plus loin parce que pour nous, on est persuadé que sur ces questions de diversité et inclusion, il n'y a pas de fatalité. On va regarder tous les angles morts et l'innovation va nous permettre de toujours tester des nouvelles façons d'agir, des nouveaux dispositifs qui vont permettre de progresser. C'est pas parce qu'on est à 20% qu'on ne peut pas continuer de tendre vers la parité. C'est sûr que pour moi, effectivement, il est essentiel de tenir compte de la culture et de la maturité de l'entreprise sur ces aspects-là. Et l'idée, c'est qu'avec les chiffres, on a l'approche quantitative, indicateurs concrets, mais qui s'inscrit vraiment dans une démarche d'accompagnement qualitative au regard des efforts de progression, d'évolution qui amènent l'entreprise à un objectif défini. Alors du coup, par rapport à l'ensemble de ces critères, est-ce qu'il y a justement des chiffres qui sont plus difficilement atteignables, qui sont plus difficiles à révéler Ou à connecter ou à aussi, les deux. Au niveau de la GFIP, il y a une donnée qui est très difficile à collecter. C'est la donnée concernant les inaptitudes des personnes dans les entreprises, ne serait-ce que pour avoir une information sur comment se passe le maintien en emploi, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre, et puis aussi c'est quelle est notre marge de progrès, parce qu'en fait, on connaît pas tellement notre base zéro. On a des données, mais qui sont très anciennes. Elles sont souvent parcellaires et elles ne permettent pas de se dire est-ce qu'on est dans une bonne trajectoire, est-ce qu'on améliore nos scores, est-ce que l'entreprise, elle est meilleure? Est-ce que globalement, nous-mêmes, collectivement, on est meilleur? Est-ce que les moyens que l'on met en place sont suffisants ou inappropriés ou disproportionnés? Et nous, on a le sentiment que on a une vraie marge de progrès de ce côté-là parce que c'est ce qui nous permettra d'améliorer la place des personnes handicapées dans l'entreprise pour éviter finalement la désinsertion professionnelle et faire en sorte que on maintienne au maximum dans l'emploi parce qu'il existe énormément de solutions. Simplement, si on ne sait pas que les situations existent, on ne peut pas proposer des solutions. Et donc, c'est vraiment pour nous une vraie étape et qui marquera une nouvelle étape dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi et surtout pour maintenir dans l'emploi parce qu'il y a vraiment tellement de solutions que c'est souvent du gâchis que nous constatons.
Et pourquoi il y avait tellement de mal à trouver ces chiffres-là? C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, elles sont collectées partiellement par les services de santé au travail, mais on ne sait pas forcément toujours le devenir des personnes. Donc on a parfois, de la donnée, mais de la donnée imparfaite. C'est, celle qui va nous remonter via Pôle emploi, par exemple, sur les personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi suite à un licenciement pour inaptitude. Et là, on a, quelques données, mais qui sont imparfaites puisque ça ne nous dit pas les personnes qui ont été maintenues en emploi en dépit d'inaptitude partielle, par exemple, ou bien qui, éventuellement ne sont plus dans l'emploi, qui ne sont ni en emploi, ni au chômage et qu'on a perdu de vue et qui pourraient peut-être rester en emploi sous certaines conditions, avec quelques aménagements, d'environnement de travail, de poste. On y travaille avec les services de l'État, on y travaille aussi avec, les services de santé, mais ça reste quand même compliqué et c'est vraiment pour nous quelque chose qu'on aimerait bien, travailler plus finement. Et peut-être que Sandrine peut nous aider d'une certaine manière. La mesure, c'est le début de l'action aussi. Donc ça, c'est très important. Nous, sur la difficulté à collecter des données, on est confronté assez souvent à la question des origines ethniques, où longtemps, on a pensé qu'on ne pouvait pas mesurer en France les origines ethniques. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça fait écho à l'universalisme républicain, qui est un des fondements de notre culture française. Donc, on a vraiment travaillé à définir dans le contexte, le cadre de la loi. On a quand même souhaité aller plus loin, pousser un petit peu plus le curseur et proposer des éléments qui permettent de mesurer aussi les origines ethniques dans les organisations au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Donc, on va mesurer les nationalités dans l'organisation, la diversité culturelle et sociale, le taux de personnes qui résident dans les quartiers politiques prioritaires de la ville ou les zones de revitalisation rurale. Et puis, on va faire des analyses sur les noms-prénoms des personnes de l'entreprise pour sortir de façon anonyme et agrégée des données qui vont permettre, encore une fois, de se dire, par rapport à la société telle qu'elle est représentée dans ma région ou dans mon pays, est-ce que on est en cohérence ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on se rend compte que peut-être on peut agir? C'est vraiment plutôt de constater, de comprendre la situation pour progresser, pour avancer, peut-être trouver des moyens d'agir et d'être davantage actif sur ces questions aussi et de donner un cadre sécurisant parce que c'est pas facile aussi de travailler sur ces questions quand on sait que voilà, il y a un cadre légal, il y a aussi une culture sur ces sujets qu'il faut respecter et dont il faut tenir compte pour avancer. Absolument. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis tout ça, monsieur. C'était exactement la question que j'avais envie de vous poser. C'est comment il est vu avec le tabou. Parce qu'il y a quand même certains sujets, le tabou comme le racisme, la notion de handicap invisible. Comment y arriver en sachant que c'est très encadré, à avoir vraiment des données tout en respectant la vie privée des gens, mais en même temps, il faut absolument avoir des données pour pouvoir mettre des plans d'action en place. On respecte la réglementation des données personnelles. Le handicap, c'est considéré comme une donnée de santé et donc on doit absolument respecter des cadres qui nous sont impartis. On est dans la conformité à un cadre légal, hein, et c'est la raison pour laquelle on ne traite que des données anonymisées. On ne doit pas pouvoir remonter par les différents éléments, dont on dispose à une personne unique. Je trouvais intéressant d'avoir cette précision sur vous y arrivez quand même à avoir de la donnée confidentielle, mais c'est l'anonymisation qui permet de pouvoir travailler dessus. Et c'est la condition sine qua non pour que justement on soit dans un champ à la fois, je crois, de confiance pour les personnes, et puis vraiment de respect, des droits, individuels de chacun. Tout à fait. En complément, il y a cette base aussi du volontariat et de contribuer, de pouvoir témoigner aussi, parce que encore une fois, on est évidemment sur plein de sujets tabous. Si je prends par exemple la question de l'orientation sexuelle et identité de genre, aujourd'hui, on a 50% des personnes dans les entreprises qui ne sont pas out au travail, donc ça veut dire qu'ils n'osent pas parler de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc, on est aussi sur des sujets d'invisibilité, de difficulté à être pleinement soi. Donc, c'est pas forcément évident. Ceci dit, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas et quelles sont les raisons qui font qu'on est invisible au travail. Et souvent, c'est lié au fait de ne pas se sentir dans un environnement suffisamment bienveillant et sécurisant
pour pouvoir en parler. Et là, il y a un travail aussi de libérer la parole, d'accompagner les entreprises, le management sur ces enjeux. Il y a vraiment un travail à mener avec les personnes concernées, avec les alliés, pour vraiment faire bouger ces questions-là dans la société. C'est la même chose pour le racisme. On a 91% des personnes racisées qui s'estiment discriminées au travail. C'est pas un petit sujet. Alors justement, sur la base de vos publications, sur la base de vos chiffres, est-ce que vous avez connaissance de projets qui ont été portés et d'initiatives lancées en faveur de la conduite de ce changement? Régulièrement, on a des retours sur l'importance de la communication de ces données. On est encouragé, on nous les demande régulièrement, on les diffuse beaucoup au niveau national et territorial. On a de la donnée régionale aussi qui est partagée avec nos collègues et avec leurs partenaires sur les territoires. Et ils en ont besoin pour leur travail, notamment au sein des plans départementaux d'insertion, plans régionaux d'insertion des travailleurs handicapés, par exemple, ou dans les travaux qui peuvent être faits dans les instances pour les politiques d'emploi. Je pense aux publications qu'on fait. On a des publications thématiques. On a fait une publication sur les cadres, une publication sur les femmes, par exemple, et une publication sur l'Europe. Pour travailler sur l'innovation, il faut avoir de la ressource, il faut avoir de la matière, pouvoir s'appuyer finalement sur de la ressource pour argumenter. Si je peux me permettre, Véronique, j'aimerais rebondir sur un point qui nous interroge toutes les deux. C'est sur les sujets du handicap. Comment se fait-il qu'on ait toujours le même chiffre depuis 20-30 ans? C'est-à-dire 80% des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire 18% de la population française est en situation de handicap. On a l'impression que le choses n'évolue pas. Ma deuxième question, c'est comment se fait-il que personne ne donne le même chiffre? Et c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus un travail de communication sur les chiffres parce que on a beaucoup de données qui circulent. Alors même parfois, moi, je regarde, je me dis: «Mais d'où sortent ces données?» Je ne sais pas. En plus, il y a de l'utilisation de la donnée qui est parfois un petit peu artistique. Pour nous, c'était vraiment très, très important de pouvoir fiabiliser la donnée et la mettre en visibilité de manière régulière et de plus en plus importante. D'ailleurs, on est en train de réfléchir aussi sur la mise en place de notre open data pour permettre justement avec la donnée accessible, de la partager plus largement parce que souvent, les personnes ne savent même pas où chercher l'information. Nous, on essaie de faire un peu de vulgarisation d'un certain nombre de données pour les amener dans le domaine public, pour en faire finalement un patrimoine commun. Et puis sur ta deuxième question, Virginie, qui était finalement pourquoi les chiffres ne bougent pas, ben, j'ai envie de dire si, ils bougent beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui font reconnaître leur situation de handicap. Il y a de plus en plus une diversité de situations de handicap. Je pense par exemple aux situations de personnes qui vivent et travaillent avec un cancer ou après un cancer. Aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir des personnes qui vont se reconnaître dans ces situations et vont les faire connaître. Et donc, ça, c'est vraiment un processus. Moi qui suis cette politique depuis 25 ans, je vois bien à quel point à la fois les populations que l'on accompagne et que l'on suit et à qui on propose des solutions ont évolué. Je vois bien les nouveaux défis auxquels on est confronté. Je pense par exemple aux troubles du neurodéveloppement avec des personnes autistes plus visibles, des TDAH ou des DIS. On voit bien qu'on a vraiment des changements avec toute cette population qui est aujourd'hui mieux diagnostiquée, mieux repérée, mieux accompagnée. On sent bien que dans l'entreprise, il y a handicap et handicap. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot handicap? On peut parler maladie, on peut parler trouble, mais à quel moment on parle handicap? À quel moment, voilà, je suis en situation de handicap, en tout cas impactée dans mes conditions de travail? Donc effectivement, c'est toute cette méconnaissance déjà individuellement de dire j'ai une maladie, un cancer, une endométriose, un diabète, je ne suis pas en situation de handicap. Ben, en fait, si, plus ou moins, à certains moments, dans certaines conditions. Et c'est aussi accepter de remettre le mot handicap dans l'écosystème, dans l'entreprise, en le changeant de prisme et de regard pour qu'il prenne une place un petit peu plus dédramatisée, plus légère aussi. Je pense qu'Aurélie, tu as tout à fait raison et ce qui serait intéressant, c'est que, on réfléchisse à la définition du handicap en France, notamment dans la loi de 2005, qui est assez restrictive, qui n'est Oui. pas, conforme par rapport aux standards, internationaux. Je pense à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui est beaucoup plus extensive et qui vient réinterroger l'interaction entre un environnement, en général, et la situation de la personne. Et ça change la donne parce que du coup, on renvoie moins à la personne intrinsèquement, à sa situation, à sa pathologie ou une déficience quelconque. On va réinterroger
le lien entre l'environnement et la personne. Et ça, c'est fondamental parce que ça réinterroge ce qu'est faire société aussi. Et c'est vrai qu'en France, on a encore une attitude un peu restrictive qui fait que peut-être si on ouvrait un peu nos chakras, si on changeait un peu notre loi, peut-être qu'on aurait une société qui serait plus ouverte et on n'aurait plus besoin de parler de société inclusive parce qu'elle serait par nature inclusive. Exactement. Sandrine, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah, je bois vos paroles parce que c'est voilà, je trouve formidable de faire bouger, encore une fois, tous les leviers d'action pour progresser. Donc, la loi a besoin aussi de vivre au rythme de ce que les personnes aussi ressentent. Et c'est pour moi important aussi d'agir sur le plan des institutions, sur le plan des réglementations et des lois qui quand même permettent de progresser. Hein. On l'a vu sur plein de sujets d'enjeux d'égalité, sur les lois, notamment par exemple sur l'égalité des salaires, sur la place des femmes dans les postes clés, dans les instances de gouvernance. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci en tout cas pour tous ces partages, à la fois concrets, qualitatifs, quantitatifs, qui amènent vraiment à faire progresser ce sujet-là partout, en nous et autour de nous. Donc merci à toutes les deux. C'est la fin de ces belles choses. J'espère que vous avez passé un très joli moment. Et à très vite pour la suite.